東京のスタジオも揺れています。東京のスタジオも揺れています。緊急地震速報が出ました。Après l'Italie, retour en Asie et plus précisément le Japon pour découvrir la catastrophe qui prend la 6e place de notre classement. Elle a eu lieu en 2011, lorsqu'un terrible tremblement de terre a frappé la côte pacifique de la région du Tohoku. Les tsunamis font partie des événements les plus destructeurs de la planète. Il se déclenche lorsqu'une grande quantité d'eau est déplacée soudainement par un glissement de terrain, une éruption volcanique ou un tremblement de terre sous-marin. Le 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9,1 se déclenche à 130 km au large des côtes et à environ 29 km sous la surface de l'océan Pacifique. Le 4e séisme le plus puissant jamais enregistré sur Terre. Si puissant qu'il a modifié l'axe de rotation de la Terre et déplacé l'île principale du Japon, Honshu, à plus de 2 mètres vers l'est. Il s'agit du plus gros et du plus long tremblement de terre que j'ai jamais connu ici. Le séisme provoque le déplacement de milliards de tonnes d'eau en un instant, entraînant la formation d'énormes vagues se déplaçant à plus de 800 km/h. L'équivalent de la vitesse d'un avion de ligne. Les premières vagues, de 40 mètres de hauteur pour certaines, frappent les côtes japonaises 30 minutes après le tremblement de terre. Aucune des digues anti-tsunami construites à cet endroit de l'île pour protéger les terres ne pourra résister à ces monstres. L'eau va emporter tout sur son passage. Voitures ou camions se transforment en simples débris emportés par les flots qui percutent tout ce qui vient à leur rencontre et causent encore plus de dégâts sur les maisons ou les immeubles. L'énergie du tsunami est telle que de l'autre côté de l'océan, des vagues atteignent les côtes du Chili situées à plus de 17 000 km de distance de là. Elles mesurent plus de 2 mètres de hauteur, une puissance inimaginable. Au Japon, plus de 100 000 bâtiments sont complètement détruits et 1 million gravement endommagés en à peine quelques minutes. Et alors que des centaines de milliers de Japonais tentent de lutter désespérément pour leur survie, un autre drame est en train de se jouer à la centrale nucléaire de Fukushima. Les installations ont été conçues pour résister au tsunami, mais pas à un événement d'une telle ampleur. La vague géante a privé d'énergie les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires. Think of a car out of control without brakes, and then your radiator explodes. Et alors que les villes voisines de la centrale sont immédiatement évacuées, quelques employés de Fukushima se battent pour éviter que les réacteurs entrent en fusion et qu'une catastrophe nucléaire encore plus grave que celle de Tchernobyl ne se déclenche et menace la planète tout entière. 3 réacteurs s'effondreront et plusieurs explosions se déclencheront sur le site. Mais les héros de Fukushima parviendront à empêcher la destruction totale des réacteurs. Les responsables ont déclaré que même si la centrale de Fukushima continue de rejeter des isotopes radioactifs, les émissions ont diminué. Quant aux inondations déclenchées par ce tsunami géant, elles feront état d'un bilan cataclysmique. Plus de 15 000 morts et des dégâts estimés à plus de 450 milliards de dollars. Une catastrophe qui restera à jamais gravée dans l'histoire.
Direction à présent l'Amérique du Sud pour découvrir l'événement qui prend la 5e place du classement. Une inondation terrible qui a frappé le Venezuela et plus précisément l'État de la Guaira, appelé à l'époque l'État de Vargas. La région se trouve en bordure de la mer des Caraïbes et les villes de l'État sont en majorité situées sur le littoral. Avec plus de 300 000 habitants, la zone est densément peuplée et elle est régulièrement frappée par les inondations. À tel point que la population s'y est presque habituée. Mais la fin de l'année 1999 va s'avérer exceptionnellement pluvieuse. À partir du mois de novembre, des pluies diluviennes vont tomber sans discontinuer pendant plusieurs semaines. Et le 14 décembre, alors que les habitants vivent leur 37e jour consécutif de pluie, un violent orage s'abat sur la région. En à peine 52 heures, près d'1 mètre de pluie se déverse sur la population, le tout sur un sol déjà entièrement saturé d'eau. Très vite, les rivières débordent et les zones situées en bordure des cours d'eau se retrouvent entièrement inondées. Dans ces endroits, des milliers de glissements de terrain se déclenchent. Conséquence, les rivières en crue se chargent de débris. L'eau se mélange avec de la boue, des troncs d'arbres, de la roche ou de n'importe quel objet, quelle que soit sa taille, qui se trouve sur son passage. Un flot destructeur auquel rien ne peut résister. Des centaines de véhicules et de maisons sont emportés. Surprises par l'ampleur des événements, les autorités du Venezuela n'ordonnent aucune évacuation. Et de nombreux habitants restent chez eux, pensant être à l'abri, en espérant simplement attendre que cesse ce déluge d'eau et de boue. Un choix qui va s'avérer fatal pour la plupart d'entre eux. Car les flancs des montagnes vont céder les uns après les autres et des vagues destructrices vont atteindre toutes les zones habitées situées au bord du littoral. Des parties entières des villes côtières vont être rayées de la carte en un instant. Des immeubles emportés vers la mer ou tout simplement ensevelis sous une couche de 3 mètres de boue épaisse. Des villes entières sont englouties par la boue et de nombreuses victimes sont encore prises au piège. Sur place, la plupart des routes et des ponts ont été détruits et 96 km de côtes ravagées. Les dégâts ont été estimés à plus de 3 milliards de dollars. Le bilan humain fera état de 30 000 morts. Mais seuls 1000 corps seront retrouvés. Les autres ont été recouverts par la boue ou emportés par les flots, et le nombre exact de victimes de la catastrophe du Vargas restera à jamais inconnu. Au lendemain de la catastrophe, de nombreux habitants pointent du doigt les responsabilités du gouvernement et surtout du président Hugo Chavez. À l'époque, Hugo Chavez est président depuis 10 mois et le pays est en pleine élection pour changer la Constitution. Certains accuseront les autorités d'avoir privilégié l'organisation des élections plutôt que l'évacuation des habitants menacés par les inondations. Un drame qui va prouver à quel point les autorités vénézuéliennes n'avaient pas été préparées à faire face à une telle catastrophe. Mais les événements de décembre 1999 dans l'état de Vargas sont avant tout la preuve terrible et implacable que rien ne peut se mettre en travers d'une inondation d'une telle ampleur. L'eau finit toujours par gagner.